Il y a un an, jour pour jour, le 7 février 2020, le médecin chinois Li Wenliang mourait de la Covid-19. Ce lanceur d'alerte était le premier à s'être inquiété de l'amplitude et des risques de ce nouveau virus. En un an, c'est toute notre vie qui a été bouleversée. Cauchemars, angoisse, dépression, isolement, les effets sur notre santé mentale se font sentir. Alors, comment apprendre à vivre avec la peur du virus, le confinement, la distanciation sociale ou la crise économique? Quelle perspective pour l'avenir? Détresse psychologique, l'autre urgence de la pandémie. Avec nous sur ce plateau, 4 invités. Sylvie Tête-Léonard, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association SOS Amitié en Limousin. Éric Charles, bonjour. Vous êtes psychiatre, praticien au centre hospitalier Esquirol à Limoges. Olivier Tellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association Addiction France pour le Limousin. Et enfin, Annick Allard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère conjugale et familiale à Limoges. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Je vais d'abord vous demander tout simplement un adjectif pour l'année que nous venons de vivre. Comment est-ce que vous pourriez la qualifier, Éric Charles? Un adjectif, c'est difficile. Une année très compliquée pour tout le monde et qui n'a pas fini d'être compliquée. La nouvelle année va être compliquée. Est-ce que la suivante le sera tout autant? On ne sait pas. Sylvie Tête-Léonard, même question. Moi, je dirais plutôt un nom, une explosion. Une explosion pour nous d'appel, une explosion d'écoute. Voilà, c'est vraiment ce terme-là que j'utiliserai. On en reparlera. Annick Allard, même question. Je vais essayer d'être brève. Un adjectif anxiogène. Anxiogène. Olivier Tellier, pour finir. Une année d'adaptation et de nouveauté. Il a fallu que tout le monde s'adapte, les professionnels, la population, et une année de nouveauté, parce que c'est un cas qui est complètement inédit. Alors tout ça semble effectivement un bon résumé de la situation. On va découvrir ensemble un chiffre sur l'état psychologique des salariés français, selon le baromètre OpinionWay pour Empreinte Humaine, réalisé en décembre 2020. Sur environ 2000 salariés, la moitié d'entre eux se disent en détresse psychologique. On ne parle là que de salariés. Éric Charles, vous faites le même constat ici en Limousin? Oui, les chiffres sont même bien plus hauts. Hein. Si d'autres études, on est à entre 70 et 80%. On a des chiffres qui sont assez dramatiques en souffrance psychique. Effectivement, nous on constate beaucoup de demandes, beaucoup de consultations, et puis on sait aujourd'hui que la souffrance psychique est également en soi-même un facteur de risque et le Covid est un pourvoyeur très fort de souffrance psychique. À quoi elle est due cette souffrance psychique? Alors elle est multifactorielle. Alors ça c'est très compliqué. C'est vraiment beaucoup de chercheurs s'y interrogent parce que d'un côté on a un volet qui est très neurobiologique, c'est-à-dire on constate quand même que la Covid a un tropisme cérébral et donc on pourrait avoir un mécanisme neuro-inflammatoire, un mécanisme immunologique qui pourrait expliquer la recrudescence de la souffrance psychique. Et puis d'un autre côté on a un volet qui est plus psychologique et social où l'isolement, la peur, l'anxiété d'être malade, la stigmatisation d'avoir le Covid, l'anxiété anticipatrice de peut-être l'attraper, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs qui vont dans le sens d'un accroissement et d'une explosion de la souffrance psychique. Et ça peut être des patients comme vous et moi? Ah oui, c'est des patients comme vous et moi, oui. Il y a effectivement avoir une souffrance psychique est un facteur de risque supplémentaire, mais on sait, on a repéré quand même qu'il y avait des catégories beaucoup plus fragiles. On sait que les plus de 60 ans et les moins de 30 ans sont plus à risque. On sait que les catégories socio-professionnelles peut-être plus élevées et d'un autre côté les migrants sont des personnes plus vulnérables. Enfin, on commence à repérer les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les hommes. D'accord. Sylvie Tête-Léonard, vous l'expliquiez tout à l'heure un petit peu en introduction avec votre adjectif, mais vous recevez plus d'appels aujourd'hui à SOS Amitié? On reçoit beaucoup plus d'appels. Nous, nos chiffres ont doublé. Ici, en région Limousin, nous avons une augmentation des appels. Au départ, avant mars, on avait beaucoup d'appels justement avec des personnes dans les maladies mentales. Et en fait, on a maintenant actuellement des primo-appelants, c'est comme ça qu'on les appelle, à la fois avec les étudiants, les entrepreneurs, les professeurs, les soignants. Et ceux-là, ils ont fait vraiment augmenter tous nos chiffres, avec toutes les difficultés dont parlait monsieur. C'est un nouveau profil auquel il faut s'adapter finalement?
C'est un nouveau profil, c'est-à-dire nous, notre écoute, elle reste la même. Nous avons une formation donc bienveillante, anonyme, confidentielle et qui fait que nous écoutons tous ces publics. En revanche, la surprise, ça a été, oui, d'avoir ces situations qui se sont présentées. Et là, oui, ça a été pour nous, d'ailleurs, une réflexion. Et nous avons même basculé en écoute à domicile pour élargir nos plages d'écoute et permettre de traiter tous ces appels. Olivier Tellier, vous, votre spécialité, ce sont les addictions. Vous aussi, vous avez des nouvelles demandes ? Tout à fait. Alors, on a des nouvelles demandes. Elles sont de deux ordres. Le premier ordre, ce sont des typologies de personnes qu'on n'avait pas auparavant. Je rejoins Monsieur Charles, notamment des catégories socio-professionnelles plus élevées, qui avaient une consommation plus festive. Je pense à un produit qui est assez phare dans ces catégories-là, qui est plutôt le cannabis. Et on s'aperçoit que ces profils-là venaient très rarement dans des centres comme le nôtre. On a de plus en plus d'appels. Donc ça, c'est le premier fait que l'on constate. Et le deuxième fait, c'est que les populations, on va dire, entre guillemets, si on simplifie un peu les choses, qu'on a l'habitude de recevoir, viennent, mais avec des situations beaucoup plus dégradées. C'est-à-dire viennent beaucoup plus tard en termes de vulnérabilité, de difficulté. Et du coup, ça nous pose d'autant plus de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation chez les personnes qui étaient déjà dépendantes, en fait. Tout à fait. Il y a une augmentation, notamment, alors pas forcément en termes... Alors si on rentre un peu dans la technique, ce qu'on constate, et ce qui est corroboré par les études récentes, notamment de l'Office français des drogues et toxicomanies, c'est-à-dire qu'on n'a pas une augmentation de la quantité qui est consommée au cours d'une occasion, on a plutôt une augmentation de la fréquence. Et ça, c'est lié à l'isolement, c'est lié à l'isolement, on a ce phénomène-là. On a aussi, là je rejoins aussi M. Charles par rapport à des situations psychologiques, c'est-à-dire des situations socio-économiques très dégradées, des gens qui perdent leur emploi, des gens qui se retrouvent en chômage partiel pendant plusieurs mois, errants, en simplifiant un peu les choses, errants un peu chez eux, voilà, ayant perdu un peu une utilité sociale, quoi. Alors, Annick Allard, vous êtes conseillère conjugale et familiale. Vous avez constaté, par exemple, que le nombre de séparations augmentait ? Alors, le nombre de séparations, je ne sais pas, parce que moi, j'interviens avant les séparations, donc je ne sais pas après, finalement, ce le nombre de couples en crise, les personnes décident de faire ou pas. En réalité, moi, je ne réponds pas par téléphone. Moi, je reçois des personnes pour un entretien, pour un rendez-vous. Et donc, j'ai décidé, dans le cadre de la pandémie, d'arrêter de recevoir au bureau et de fonctionner en visioconférence, parce que je pensais qu'il était plus intéressant, dans le cadre d'une relation, de voir les gens complètement, plutôt que d'avoir des personnes derrière un masque, sachant que l'essentiel de la communication passe par le non-verbal et pas par les mots qu'on emploie. Donc ça a été un changement de fonctionnement. Je n'ai pas eu plus d'appels, j'en ai peut-être eu plutôt moins, parce que je pense que beaucoup de personnes se sont retournées vers d'autres moyens de s'en sortir. Ce que je constate chez les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est qu'ils oscillent entre l'inquiétude, une peur plus importante, voire une sidération, une tendance à l'isolement, et dans leurs relations intrafamiliales, une tendance au déploiement de violence. Alors pas forcément en réalité, mais au moins une inquiétude, un sentiment qu'ils vont vers cette violence. Et ils en sont très très conscients. Et j'ai entendu plusieurs personnes me dire, on sent qu'il faudrait pas grand-chose, une étincelle et ça déraperait. Et ça, comment vous l'analysez ? Je ne l'analyse pas, moi je ne suis pas professionnelle de ces questions-là, moi je le constate. Et j'essaie d'accompagner les gens pour leur donner peut-être des ressources pour éviter évidemment d'en arriver là et leur proposer de trouver à l'intérieur d'eux-mêmes ou dans leurs fonctionnements familiaux d'autres moyens évidemment que la violence pour communiquer. Alors parmi les publics les plus touchés par cette souffrance psychique, il y a bien sûr les étudiants. À Limoges, certains d'entre eux ont manifesté leur désespoir il y a une semaine. Je vous propose d'écouter 3 témoignages. De 18 à 20 et quelques années, on se construit, on a besoin de ce lien social, on a besoin de rencontrer des gens, on a besoin de faire de nouvelles expériences. C'est comme ça qu'on se construit et c'est comme ça qu'on va avancer dans la vie. On dit que les jeunes c'est l'avenir, mais aujourd'hui les jeunes n'ont pas d'avenir, ne voient pas leur avenir. Et c'est là que ça devient grave. Et c'est pas un ou deux étudiants qui dépriment. Non, ça c'est ce qu'on dit à la radio, ce qu'on dit à la télé. Moi, en tant que présidente d'association, je reçois des appels presque tous les jours, des étudiants qui pleurent, qui me disent « Camille, je peux plus, je décroche, j'arrive plus à suivre les cours, je vois plus personne, j'en ai marre, je peux plus. » Je connais beaucoup de personnes à qui on a prescrit des anxiolytiques. C'est très grave. À 20 ans, rentrer dans une carrière psychiatrique, entre guillemets, on n'en sort pas facilement. Donc, après la crise sanitaire, il y aura de la casse.
il y aura vraiment de la casse au niveau des étudiants. On ne peut pas évoluer, on n'a aucune perspective dans l'avenir, on marche dans le flou en fait. Pas de soirée non plus? Non, et ça, ça peut paraître futile, mais je pense que si on demande à n'importe quelle personne à 20 ans ce qu'ils faisaient, je pense qu'ils n'étaient pas enfermés chez eux, ils étaient en train de faire des soirées, de rencontrer des gens, de faire la fête, ce qui est normal, et c'est aussi pour ça qu'on aime être étudiant, c'est pour faire la fête. Alors avec Charles, il y a beaucoup de questions dans ces témoignages. Comment on construit son identité d'adulte dans ces conditions ? Alors, effectivement, c'est construire son identité d'adulte. La question mérite d'être posée. Est-ce qu'on peut la construire? Alors, les étudiants, c'est compliqué parce ça va dépendre des circonstances. On a beaucoup d'étudiants qui vont du coup se retrouver dans la situation de confinement, revenir en famille. Si la famille est bien structurée, bien organisée, s'il n'y a pas de problème au niveau financier, tout va très bien se passer. On peut même des fois on a des surprises, d'avoir une qualité de vie qui même s'améliore. À l'inverse, si la situation est précaire, qu'elle soit sur le plan des relations interpersonnelles, sur le plan familial ou sur le plan financier, c'est là où c'est très difficile. Et c'est un moment de pleine construction. Il faut savoir qu'un adolescent ou un jeune adulte, au niveau de ce qu'on appelle les cognitions sociales, donc ses compétences sociales et de fonctionnement social, il est en construction. La partie du cerveau n'est même d'ailleurs pas encore complètement développée avant l'âge de 25 ans. Donc on voit que c'est une situation complètement nouvelle et sur laquelle d'ailleurs nous, les adultes ou les sachants, entre guillemets, on est en difficulté parce qu'on n'a pas cette expérience-là non plus. Alors on parle beaucoup des personnes à risque face au virus, mais est-ce qu'on parle suffisamment de la jeunesse ? Je trouve qu'on en parle beaucoup, mais de toute façon, on parle tellement qu'on parle de tout. Alors, est-ce qu'on doit pointer plus, comme je vous ai dit, des personnes vulnérables? Il y en a beaucoup. On va parler beaucoup des personnes âgées qui sont vulnérables. On peut parler beaucoup des soignants, où il y a une explosion de la souffrance des soignants. Mais je pense qu'effectivement, on est d'autant plus sensible aux étudiants que souvent, on les entend, c'est ce qu'ils disent. Et puis, c'est peut-être ce qu'on pense nous les uns les autres. C'est les plus belles années de la vie quand on est étudiant. Et donc, se retrouver dans ces situations-là, c'est le moment où on a besoin de se sociabiliser, d'apprendre des autres. Donc, c'est extrêmement compliqué. Olivier Théier, quelle est la principale difficulté à laquelle se heurtent les personnes qui viennent chez vous ? La principale difficulté, c'est des consommations qui, alors, si on prend l'exemple des étudiants de manière assez classique, il y a toute une forme de sociabilité qui se construit autour de la consommation de produits, qui est souvent, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la plupart d'entre nous, on a connu des soirées un petit peu arrosées, un petit peu festives, etc. Et la difficulté, c'est que nous, on voit ce basculement qui arrive avec le confinement, et notamment qui se traduit par des consommations qui deviennent solitaires. Alors, c'est un petit peu simplifier les choses de dire que forcément, s'il y a une consommation solitaire, il y a forcément une problématique addictive. En revanche, pour nous, c'est vraiment la sonnette d'alarme. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est des jeunes qui perdent progressivement pied avec cette réalité-là. C'est-à-dire qu'ils se mettent à consommer tous les soirs et qui finissent vraiment dans un petit peu ce phénomène un peu japonais d'Ishikomi. C'est-à-dire des gens qui vont rester complètement enfermés dans leur chambre, qui ne vont plus sortir et qui vont, entre guillemets, trouver de l'évasion soit par la consommation de cannabis et ou souvent avec la consommation de type d'écran, de jeux vidéo, etc. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est l'absence de perspective, en fait? Je pense que c'est plusieurs choses. Alors effectivement, il y a la construction de la sociabilité qui est centrale. Déjà, premièrement. Il y a deuxièmement cette absence de perspective, la fin de la sociabilité étudiante et parfois aussi la difficulté, je reviens toujours à cette difficulté socio-économique, mais un étudiant aura du mal à trouver un petit boulot parce que plus personne n'embauche, aura du mal à trouver un stage parce que plus personne prend de stagiaire. Et effectivement, il y a aussi ces difficultés-là qui peuvent expliquer tout cela. Sylvie Tête-Léonard, il y a des étudiants maintenant qui vous appellent. Ah oui, complètement. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous appellent. Et d'ailleurs, sur Limoges, il y a l'association Etutel qui nous a contactés. Et la semaine prochaine, on fait une formation avec des étudiants, la sensibilisation à l'écoute, de manière à ce qu'il y ait des référents étudiants pour justement écouter d'autres étudiants. Donc nous écoutons des étudiants et eux vont pouvoir aussi écouter des étudiants avec cette petite formation, cette sensibilisation à l'écoute. Et vous adaptez votre écoute à ce nouveau public finalement ? Notre écoute, je vous dis, elle reste la même, de toute façon. Notre écoute, elle reste anonyme, elle est confidentielle, elle est empathique, elle est bienveillante. Donc, mais évidemment que ce qui est déposé, en général, les étudiants, les jeunes déposaient plutôt sur chat et messagerie. Et maintenant, on les a au téléphone. Et c'est ça, c'est un changement. Mais en chat et messagerie, on en a beaucoup. Oui.
Annie Gallard, vous avez travaillé plutôt sur le travail à distance, donc notamment des étudiants et des jeunes travailleurs. Et là aussi, on identifie des difficultés. Alors, on a travaillé. En fait, je siège au Conseil économique et social et environnemental de la région, et nous avons fait un rapport tout récemment, à la fin de l'année, sur le télétravail. Donc, ça concerne différemment les étudiants, mais pour les professionnels, le télétravail qui peut avoir des tas d'intérêts et d'avantages d'un certain côté a aussi des inconvénients, qui est l'isolement, le manque de contact, le manque de relations, et qui peut aller jusqu'au manque de motivation par rapport à son travail et à son équipe de travail, puisqu'il y a moins d'équipes de travail. Donc ça nécessite un fonctionnement tout à fait autre et tout à fait à repenser pour garder les bénéfices du travail en commun, qui est fondamental. Oui, Éric Charles, le Premier ministre, hier soir, prônait le télétravail tant que c'était possible. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça crée des difficultés ? Le télétravail, ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. On sait aujourd'hui... Enfin voilà, je vous l'ai dit, on revient toujours à cette histoire de l'être humain est un animal social. On va libérer de la dopamine, c'est-à-dire ce neurotransmetteur du plaisir, au travers de nos relations sociales, de nos échanges sociaux. C'est en se touchant, c'est en se souriant. Là, avec les masques, on voit plus les sourires, on peut plus se toucher, on est en télétravail. Donc on fabrique plus, on libère plus de dopamine. Donc comment on va aller la chercher ? Eh ben on va aller la chercher en prenant des produits, et en tombant dans des addictions. Donc c'est vraiment ce que vous disiez, ce risque important d'augmentation. Et moi je pense qu'on va avoir une forte augmentation des conduites addictives. Il y a qu'à voir. À un moment, on s'était posé, on nous expliquait que par comment c'était les apéros par visio interposés, ça a fait long feu. Hein. On en a entendu parler. Je pense que les gens l'ont fait une fois, l'ont fait deux fois. À la troisième fois, quand ils éteignaient leur ordinateur, ils étaient encore plus seuls que s'ils ne l'avaient pas fait. Et donc, tout ça, on en est revenu. Alors, on va se demander comment lutter, comment faire face. Vous, avec votre travail de psychiatre, comment vous vous êtes adapté ? Est-ce qu'il y a des renforts ? Est-ce qu'il y a plus de consultations ? Est-ce que vous avez évolué dans vos pratiques ? Alors, ça arrive à un moment où il y a une vraie difficulté, un vrai manque. Il y avait déjà une grande souffrance des soignants au niveau du personnel soignant. Je ne vais pas revenir là-dessus. En psychiatrie, c'est encore pire. Donc effectivement, c'est difficile d'absorber une vague quand on est déjà en temps normal dans des grandes difficultés. Mais effectivement, on essaie de s'adapter. Alors, quand il y a les confinements, on a transformé brutalement. Alors, la télémédecine, on a fait, nous, un travail sur la télémédecine, et est arrivé le premier confinement. Donc, quand on a commencé ce travail, on regardait les chiffres, c'était quelques dizaines, quelques centaines, et on a multiplié par 200 à 300% en un mois les téléconsultations en France. Et c'était comme ça partout dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui a modifié notre pratique. Et moi-même, à titre personnel, j'ai découvert que, effectivement, et c'était intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, parce que qu'est-ce qui est le mieux ? Voir la personne avec son visage, avec ses expressions, mais loin, ou être à côté de la personne. Parce que le masque en consultation, ça doit perturber beaucoup. Et voilà, et l'un a des avantages, des inconvénients. Voilà. Olivier Taillet, vous, en quoi consiste votre prise en charge ? Comment vous faites face ? Alors nous, on a une prise en charge, c'est de prendre la personne dans sa globalité. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on reçoit une personne, alors pour faire le cycle assez classique, une personne nous appelle, elle a en premier lieu un rendez-vous qui va avoir pour objet de faire un bilan, ce qu'on appelle un bilan des conduites addictives. Alors on va parler de la fréquence, de la consommation, etc. Mais on va aussi s'intéresser à l'environnement familial, l'environnement social. On va aussi s'intéresser un peu à l'histoire. Donc là, ça va être plutôt nos collègues psychologues qui vont s'en charger. Donc on essaye vraiment de voir ces trois plans. Le plan somatique, donc le corps, la soma, l'état de santé général, on va dire physique, l'état de santé psychologique et l'état de santé social. Et à partir de là, on va proposer, en accord avec la personne, un suivi avec des objectifs qui vont être fixés en général à court terme, donc 3 mois, 6 mois. Et progressivement, on va essayer d'amener la personne à s'autonomiser, à reprendre le contrôle sur des comportements qui ont pu lui causer des conséquences négatives. Et on peut trouver ces points d'accroche malgré le fait que la personne soit souvent isolée ? Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, ça peut être aussi, je vais vous faire un peu une réponse de Normand, ça peut être aussi simple. Parce que comme vous le disiez très justement, si vous avez un entourage qui est bienveillant, où ça fonctionne bien, ben effectivement, c'est aidant dans le cadre d'une prise en charge. Si à l'inverse, vous avez un environnement social qui est toxique, au contraire.
Et c'est un peu parfois le principe aussi des hospitalisations qui sont faites au centre hospitalier Esquirol, où c'est aussi un peu ce but de couper justement avec un environnement toxique. Donc j'ai envie de vous dire, oui et non, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous, en fait. Annick Allard, vous, comment vous vous êtes adapté à ce nouveau contexte? Donc vous l'avez dit, avec beaucoup de visioconférences, mais cette pandémie, elle constitue une épreuve particulière pour le couple et pour la famille? Elle constitue une épreuve particulière, et je crois que ce qui est important, c'est d'aider les personnes, enfin c'est un peu comme ça qu'on s'est un petit peu organisé, nous, aider les personnes à trouver en eux les ressources dont ils ont besoin, au lieu de les chercher à l'extérieur, comme on a pris l'habitude de le faire parce qu'on est tellement noyé d'informations et de possibilités partout, enfin on l'était du moins. Aujourd'hui, c'est moins vrai. C'est important d'aller chercher en soi de quoi on est capable et ce qu'on peut proposer pour revenir dans un mode de vie qui soit suffisamment satisfaisant. Et aider également les personnes à maintenir des projets. Parce que quand on n'a pas de projet, on ne peut pas être vraiment positif et porteur. Donc retrouver des projets, ne pas les dater dans le temps, parce qu'aujourd'hui c'est la grosse difficulté. On ne peut pas voir le terme tout de suite des projets qu'on met en œuvre. Avoir des projets plus larges, plus fondamentaux peut-être. En fait, la sphère privée, la famille a pris toute la place par rapport aux relations extérieures. Et quand la famille est là, c'est formidable. C'est ce qu'on a tous constaté là, je crois. Sylvie Tate-Léonard, vous vous basez sur un réseau de bénévoles qui est toujours présent pour... Alors un réseau de bénévoles, et puis là nous sommes 2 associations partenaires, le centre conseil et écoute et conseil, et puis nous, notre association SOS Amitié. Donc nous écoutons les personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, période où elles sont en crise. On donnera le numéro à la fin de l'émission. Voilà. Et écoute et soutien. Donc elles, ce sont des psychologues, des professionnels qui accueillent physiquement, et il y a un travail en face à face, en groupe et en atelier. Donc nous sommes très complémentaires toutes les deux. Et donc nous pouvons à la fois accueillir les gens quand ils sont en crise et quand ils ont besoin d'un suivi, ils vont donc vers d'autres associations. Éric Charles, on peut faire quelques perspectives d'avenir. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être des alliés pour faire perdurer les liens amicaux? Vous parliez tout à l'heure des apéros par visioconférence, ça n'a pas trop marché. Malgré tout, ça peut être un outil? Oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup critiqué, on critique encore beaucoup aujourd'hui les réseaux sociaux et leur potentiel d'addiction d'ailleurs. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on est enfermé chez soi, c'est un moyen de communiquer, d'entrer en relation avec d'autres personnes, comme nous, on l'aurait fait auparavant avec notre téléphone. Mais là, maintenant, il y a moyen de se voir, d'échanger à plusieurs en même temps. Donc, effectivement, lutter contre cette rupture. Et puis, il y a quand même ce risque important. Enfin, moi, je m'interroge au-delà de l'individu sur la cohésion sociale de notre société. Moi, je suis plutôt très inquiet et je trouve qu'il y a une évolution et que le premier confinement, il y a eu beaucoup de cohésion. Mais vous voyez, depuis le début, on montre bien qu'il y a ceux pour qui l'impact est relativement modéré parce qu'ils n'ont aucune difficulté, mais tous ceux qui ont des choses de fragilité, on va dire ceux qui ne peuvent plus travailler, on se retrouve avec un décalage et j'ai l'impression qu'il y a quand même des catégories socio-professionnelles qui commencent à s'opposer. On a beaucoup applaudi les soignants, ça fait belle lurette qu'on les applaudit plus. Il y a une inquiétude à avoir, à mon avis, à ce niveau-là. Psychologiquement, on n'est pas tous égaux face à la pandémie? Non, pas du tout. On n'est pas égaux individuellement, mais je pense qu'on n'est pas égaux par rapport à notre environnement et à ce qui peut être un facteur protecteur ou au contraire un facteur très vulnérabilisant. Alors aujourd'hui, on consacre cette émission à la psychiatrie, à la psychologie. Est-ce que malgré tout, cette pandémie n'a pas été aussi l'occasion d'une prise de conscience de l'importance de la psychologie dans la société? Oui, alors à chaque fois, n'importe quelle catastrophe naturelle, n'importe quel événement va mobiliser les cellules psychologiques. Donc c'est toujours la psychologie, la psychiatrie, elle est tellement dans la société, elle est tellement présente que c'est toujours le cas. Alors oui, évidemment, là on va s'en rendre compte de plus en plus, mais au début de la pandémie, c'était quand même, on n'en parlait pas beaucoup. C'est rapidement, on a commencé à dire attention, c'est bien de se protéger à tout prix, c'est bien d'isoler les gens, mais attention, vous allez avoir le revers de la médaille. Là, ça devient un sujet central, même dans la décision publique. Ah oui, et ça va être de pire en pire. Olivier Théier, je vous repose la question également sur les réseaux sociaux. Le docteur Charles a parlé de cette addiction qu'on craignait auparavant, une addiction aux réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont utiles ?
Ah, tout à fait, mais je dirais que toute forme de sociabilité sont utiles. Alors là, dans le cadre de la pandémie, on n'a que celle-ci, les réseaux sociaux, comme possibilité vecteur de sociabilité. Après, la vraie difficulté, à mon sens, dans les réseaux sociaux, c'est l'usage que l'on a. C'est pas le médium en lui-même. C'est vraiment l'usage. Et là, effectivement, on a, à mon sens, un travail à faire, mais collectivement de société, pour redéfinir des règles. Comme on a des règles de sociabilité classiques quand on mange avec quelqu'un, lorsqu'on rencontre quelqu'un dans la rue, la principale difficulté qui fait l'objet des critiques et potentiellement de certaines personnes qui considèrent qu'il y a des conduites addictives sur les réseaux sociaux, je pense que c'est la notion de cadre et de règles sociales. Mais au contraire, oui, je pense que c'est très utile. Et pour rejoindre Monsieur Charles par rapport à la psychiatrie, effectivement, il est temps que la société entende alors vous me pardonnerez l'expression, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression aussi que la psychiatrie, c'est un petit peu un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que on ne nous voit pas très souvent, mais à partir du moment où ça commence à sentir un petit peu mauvais, on est obligé de regarder un peu cette partie de personnes et de populations qui ont des difficultés. Donc j'espère effectivement que maintenant que la décision publique s'est rendue compte qu'il y avait un besoin d'un point de vue psychiatrique, ça puisse être suivi d'effet. Une dernière question collégiale à tout le monde. Comment ça va ? Vous parlez de la santé mentale des soignants, docteur Charles. Comment... Moi, ça va très bien. Madame Allard, vous faites face ? Moi, ça va. Tant qu'on n'est pas isolé et réduit à être seul dans son coin et à souffrir en silence, voilà, on a beaucoup de chance. Sylvie Tête-Léonard, il vous reste de l'énergie ? Oui, plutôt bien. D'autant plus avec les projets que l'on a, justement, pour permettre à beaucoup de gens de se sentir mieux et d'être en lien, surtout d'être en lien, de pouvoir être en lien. Olivier Taillet, en un mot ? Toujours de bonne humeur, toujours heureux, toujours plein d'espoir. Sinon, on ne ferait pas ce métier. Avant de nous quitter, quelques numéros utiles. On le disait tout à l'heure, SOS Amitié Limousin. Les numéros vont s'afficher 05 55 79 25 25, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il y a aussi la Croix-Rouge écoute 0800 858 858. C'est aussi gratuit et confidentiel de 9h à 19h en semaine et de 12h à 18h le week-end. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site internet. Dans quelques instants, le Flash Info avec Caroline Huette. Puis Dimanche en politique continue avec Francis Letellier qui reçoit ce midi Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. La semaine prochaine, pas d'émission à cause du championnat du monde de ski. Dans 2 semaines, il sera question de tourisme en Limousin avec Cécile Gauthier. D'ici là, prenez soin de vous. Merci, à bientôt.